En vieillissant, j'ai compris que le pouvoir change les enfants le jour où mon fils m'a parlé, comme on parle à quelqu'un dont on n'attend plus la vie. Maman, ce genre de décision ne se discute plus comme avant. La phrase est tombée doucement, presque poliment. Il n'y avait ni colère, ni reproche apparent. Nous étions assis face à face, dans ce bureau lumineux qu'il appelait désormais son espace de travail. Autrefois, c'était une chambre d'amis. Aujourd'hui, c'était un lieu où je n'entrais qu'avec précaution. J'ai hoché la tête par réflexe, comme je l'avais fait tant de fois. Puis j'ai senti ce léger vertige intérieur, ce décalage brutal entre ce que j'étais pour lui autrefois et ce que je devenais. Il parlait d'affaires, de responsabilités, de stratégie à long terme. Des mots lourds, bien rangés, qui laissaient peu de place à l'émotion. Ma fille était là aussi, silencieuse, attentive. Elle notait quelque chose sur son téléphone. Ma belle-fille souriait, un sourire maîtrisé, presque professionnel. Je les regardais tous les trois, et je comprenais sans encore vouloir l'admettre que je n'étais plus assise à la table, familiale, mais à la marge d'un conseil où ma présence était tolérée, par respect, pas par nécessité. Quand il a ajouté que certaines choses devaient désormais se décider rapidement, sans état d'âme, j'ai senti mes mains se crisper. Pas de peur, de reconnaissance. Je reconnaissais ce ton, celui que j'avais moi-même utilisé autrefois, quand il fallait trancher pour protéger mes enfants. La différence, c'est que cette fois, j'étais de l'autre côté. Je l'ai regardé parler. Sa posture, son assurance tranquille, cette manière de ne pas me regarder directement quand il prononçait les phrases les plus définitives. Il n'était pas cruel. Il était convaincu. Convaincu que le pouvoir qu'il avait acquis lui donnait une légitimité nouvelle. Convaincu que mon expérience appartenait désormais au passé. Je me suis entendu lui demander, presque timidement, si mon avis comptait encore. Il a souri. Pas un sourire moqueur, un sourire patient. Comme on m'en adresse à quelqu'un qui ne comprend pas encore comment. Le monde fonctionne aujourd'hui. Bien sûr que ton avis compte. Maman a ATA, il répondit, mais il faut aussi savoir avancer. Avancer? Ce mot m'a frappé. Avancer vers quoi? Vers qui? Et surtout, sans qui? Je repensais à l'enfant qu'il avait été. Celui qui me demandait conseil pour chaque choix important. Celui qui doutait, qui cherchait dans mon regard une confirmation. J'avais été son repère. Et voilà que ce repère devenait un frein. Non pas parce que j'avais changé, mais parce que lui avait changé de place. Je n'ai rien dit de plus. J'ai écouté jusqu'au bout. Je sentais déjà que la discussion n'était pas une invitation au dialogue, mais une mise à jour de ma position. On m'informait. On ne me consultait plus. Et cette information avait un goût amer. Celui de l'effacement progressif. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai pris conscience d'un malaise plus ancien. Ce n'était pas la première fois que je me sentais mise à distance. Il y avait eu d'autres conversations, d'autres décisions prises sans moi, d'autres silences soigneusement installés. Mais jusqu'à là, je les avais interprétés comme des signes d'autonomie. Je me disais que c'était normal, que les enfants grandissent, qu'ils prennent leur envol. Je n'avais pas vu que ce n'était pas seulement l'autonomie qui s'installait. C'était le pouvoir. Et le pouvoir, quand il n'est pas interrogé, transforme les relations. Il hiérarchise, il classe, il décide qui parle et qui écoute. Je me suis assise à la table de la cuisine, seule, longtemps. Je repassais la scène dans ma tête. Chaque mot, chaque regard. Ce qui m'avait blessée n'était pas le fond de la décision. C'était la manière, cette certitude tranquille que mon âge, mon statut de mère, me plaçait désormais hors du cercle décisionnel. Je n'étais plus celle qui savait. J'étais celle qu'on protège de la complexité. Celle à qui on évite les détails pour aller plus vite. Et cette protection-là avait le goût d'une dépossession. Ce soir-là, pour la première fois, je me suis posé une question que je n'avais jamais osé formuler. À quel moment l'amour se transforme à TAIL en condescendance? À quel moment la réussite des enfants justifie à TAL qu'ils oublient ce qu'ils doivent à ceux qui les ont portés? Je n'étais pas en colère. Pas encore. J'étais lucide. Et cette lucidité avait quelque chose de froid, de tranchant. Elle me disait que ce que je vivais n'était pas un incident isolé. C'était le début d'un glissement plus large. Un glissement où le pouvoir, lentement, redessinait les liens familiaux.
Je ne savais pas encore ce que j'allais faire. Je n'imaginais ni rupture, ni affrontement. Mais je savais déjà une chose essentielle. Je ne pouvais plus me contenter d'observer ce changement en silence, comme si de rien n'était. Car ce silence-là, je le sentais confusément, finirait par m'effacer tout à fait. Avant cette conversation dans le bureau de mon fils, ma vie s'était déroulée sous un autre rythme, plus lent, plus charnel, fait de gestes répétés et de décisions prises, loin des mots savants. J'avais vécu longtemps dans un monde où le pouvoir ne se nommait pas ainsi. Il s'exerçait sans discours, dans la constance, dans la capacité à tenir quand tout vacille. Je repense souvent aux années où mes enfants étaient encore petits. Nous n'avions pas grand à chose, mais nous avions une forme de clarté. Les rôles étaient simples. Je protégeais. Je décidais quand il le fallait. Je renonçais souvent sans en faire un mérite. Leur père travaillait beaucoup. Moi, je faisais tenir la maison, les emplois du temps, les émotions. J'étais celle qui absorbait les inquiétudes pour qu'ils puissent grandir sans peur. À cette époque, je ne me sentais pas puissante. Je me sentais nécessaire. La nuance est importante. Je n'imposais pas. Je soutenais. Je ne contrôlais pas. J'anticipais. Quand une décision devait être prise, je la prenais parce qu'il n'y avait personne d'autre pour le faire. Et jamais je n'ai utilisé cette position pour réduire mes enfants au silence. Au contraire. Je les écoutais, même quand leurs paroles étaient maladroites. Mais je me souviens des soirs passés à la table de la cuisine, à expliquer, à rassurer, à reprendre les mêmes phrases. Ils me demandaient conseil. Ils doutaient. Ils cherchaient dans mon regard une forme d'autorisation à être eux-mêmes. Cette confiance-là, je l'ai portée avec sérieux. Je n'ai jamais cru qu'elle me donnait un droit. Je pensais qu'elle m'imposait un devoir. Quand ils ont grandi, j'ai accepté de reculer. J'ai appris à me taire davantage, à laisser faire, à regarder de loin. J'étais fière de leur autonomie. Je croyais que cette distance nouvelle était le signe d'une réussite. Je ne mesurais pas encore qu'en me retirant sans poser de limites, je laissais aussi le champ libre à une autre logique. Peu à peu, leurs mots ont changé. Ils parlaient de résultats, d'efficacité, de responsabilité. Des mots qui ne sont pas mauvais en soi, mais qui modifient la manière de regarder les autres. J'écoutais avec intérêt. Je posais parfois une question. On me répondait gentiment, mais brièvement. Je pensais que c'était la modernité, la vitesse de leur monde. Je ne voulais pas être celle qui ralentit. Je me rends compte aujourd'hui que j'ai confondu adaptation et effacement. J'ai cru que respecter leur réussite signifiait renoncer à ma place. Je n'ai pas vu que ce renoncement silencieux redéfinissait la relation. Moins je parlais, plus il devenait naturel de décider sans moi. Et plus cela devenait naturel, plus il était difficile de revenir en arrière. Moi, ma vie d'avant était pourtant riche. Pas riche de pouvoir, mais riche de liens. Je savais dire les silences, sentir les tensions, avant qu'elles n'explosent. Cette compétence-là, acquise dans l'ombre, n'avait aucune valeur dans leur nouveau langage. Elle n'entrait dans aucun tableau, aucun plan stratégique. Elle devenait invisible. Je comprends maintenant que le pouvoir ne surgit pas toujours comme une domination brutale. Il s'installe doucement, à mesure que certains mots prennent plus de poids que d'autres, à mesure que certaines voix sont jugées plus légitimes. Et dans ce glissement, les mères vieillissantes deviennent souvent des figures du passé, respectées, mais écartées. Avant, je pensais que l'amour protégeait de tout. Je pensais qu'avoir donné sans compter créait une dette morale indestructible. Je n'avais pas compris que le pouvoir, une fois installé, réécrit les dettes à sa manière. Il transforme la reconnaissance en indulgence, l'écoute en patience condescendante. Quand je regarde cette vie d'avant, je n'y vois pas une erreur. J'y vois une cohérence. J'ai vécu selon des valeurs qui avaient un sens à ce moment-là. Mais je comprends aujourd'hui que ces valeurs n'ont de force que si elles s'accompagnent de limites claires. Sans ces limites, l'amour devient une matière que d'autres façonnent à leur avantage. Ce passé n'était pas un échec, il était un socle. Et c'est précisément parce que ce socle existait que le changement m'a frappé avec autant de netteté. En vieillissant, je commençais à comprendre que mes enfants n'avaient pas seulement grandi. Ils avaient accédé à un pouvoir qui, lentement, redessinait notre lien. Et ce redessinage, je n'en avais jamais été informée. Les premiers signes de ce changement n'ont pas été violents.
Ils se sont glissés dans le quotidien avec une discrétion presque élégante. Des détails que l'on remarque sans leur donner de nom, parce qu'on préfère croire qu'ils n'ont pas d'importance. Je les ai longtemps ignorés, persuadés qu'il s'agissait simplement de l'évolution naturelle des relations entre parents et enfants, devenus adultes. Il y a eu d'abord la manière dont on me parlait. Plus lentement parfois, comme si certaines choses risquaient de m'échapper. On simplifiait les explications, on évitait les termes techniques. J'y voyais une attention. Aujourd'hui, je sais que c'était déjà une mise à distance. On ne parlait plus avec moi, on parlait devant moi. Puis, il y a eu les décisions prises ailleurs. On m'en informait après coup, toujours avec le même ton rassurant. Ne t'inquiète pas, tout est sous contrôle. Tu verras, c'est mieux comme ça. Je hochais la tête. Par habitude, par confiance aussi. Je croyais qu'ils me protégeaient de complications inutiles. Je ne voyais pas encore que l'on m'excluait du processus même de la décision. Dans les réunions familiales, je me sentais de plus en plus spectatrice. On parlait vite, on se comprenait à demi à mot, on échangeait des regards que je n'étais plus censée décrypter. Quand je posais une question, un silence bref s'installait, suivi d'une réponse vague. Pas hostile. Juste suffisante pour clore le sujet. Je recevais ces silences comme un rappel à l'ordre implicite. Oh, ma fille, surtout, avait adopté cette posture de douceur, distante. Elle me parlait comme on parle à quelqu'un qu'il faut ménager. Elle choisissait ses mots avec soin, évitait les sujets qu'elle jugeait trop complexes. Sur le moment, j'y voyais une marque d'affection. Avec le recul, je comprends que cette prudence m'enfermait dans un rôle précis, celui de la mère à préserver, donc à tenir à l'écart. Mon fils, lui, devenait plus directif. Pas brutal, mais sûr de lui. Il parlait de responsabilité, de contraintes, de réalité du terrain. Je sentais que mon expérience n'entrait plus dans cette catégorie. Elle appartenait à un autre temps, à un autre monde. Il m'écoutait encore, mais comme on écoute un récit ancien, avec respect, sans intention de s'en inspirer réellement. Même les silences avaient changé de nature. Autrefois, ils étaient partagés. Aujourd'hui, ils étaient organisés. On se taisait pour aller plus vite, pour éviter les questions, pour préserver une efficacité nouvelle. Et moi, j'apprenais à me taire avec eux, croyant encore que ce silence préserverait le lien. Il y a eu aussi ces petites phrases, lancées sur le ton de la plaisanterie. Tu vois les choses à l'ancienne. C'est normal à ton âge. Le monde a changé. Je souriais, pour ne pas paraître susceptible. Je ne voulais pas devenir la mère qui se vexe pour un mot. Je pensais que l'humour désamorçait tout. En réalité, ces phrases redessinaient lentement ma place. Je me souviens d'un déjeuner où l'on parlait d'un projet important. J'ai proposé une idée, simplement, sans insister. La conversation a continué, comme si je n'avais rien dit. Personne ne m'a contredite. Personne ne m'a répondu. Ce silence-là a été plus violent que n'importe quelle opposition. Il disait clairement que ma parole n'était plus utile. Pourtant, je continuais à encaisser. Je me disais que c'était le prix à payer pour rester proche. J'avais cette peur sourde de devenir encombrante, de ralentir leur élan. Alors je me rendais invisible, persuadée que cette discrétion serait reconnue. Je n'avais pas compris qu'elle serait interprétée comme une abdication. La solitude s'est installée doucement. Pas une solitude matérielle, mais une solitude relationnelle. J'étais là, physiquement présente, mais intérieurement mise à distance. Je me demandais parfois quand j'avais cessé d'être une interlocutrice pour devenir un élément à gérer. Cette question me traversait l'esprit sans encore trouver de réponse. Avec le temps, j'ai compris que ces petites humiliations n'étaient pas accidentelles. Elles étaient les effets collatéraux du pouvoir qui s'installait. Le pouvoir n'aime pas les voix qui rappellent le passé, les hésitations, les nuances. Il préfère l'efficacité, la rapidité, la certitude. Et dans cette logique-là, la mère vieillissante devient facilement un obstacle silencieux. Ces signes, pris séparément, semblaient anodins. Ensemble, ils dessinaient déjà un basculement. Je ne l'ai compris que plus tard. Mais en vieillissant, je commençais à sentir confusément que quelque chose m'échappait. Pas seulement des décisions. Une place. Et ce pressentiment allait bientôt se transformer en certitude. La goutte d'eau n'a pas été une scène spectaculaire. Elle est arrivée sous la forme d'un détail concret, presque banal,
qui a soudain donné un sens à tout le reste. Ce jour-là, je n'ai pas surpris une conversation ni entendu une phrase blessante. J'ai découvert un fait. Un fait qui ne laissait plus de place à l'interprétation. Je cherchais un document ancien dans un dossier que l'on m'avait demandé de classer. Une demande simple, formulée, sans arrière-pensée apparente. En ouvrant une chemise, mon regard s'est arrêté sur plusieurs pages que je n'avais jamais vues. Des termes précis, juridiques, ordonnés avec soin. Mon nom y figurait, mais sans ma signature. J'ai relu lentement, plusieurs fois, comme si mon esprit refusait d'admettre ce qu'il comprenait déjà. Ce n'était pas une ébauche. Ce n'était pas une réflexion en cours. C'était une démarche avancée, structurée, pensée dans ses conséquences. Une décision prise sans moi, au nom de l'efficacité, de la gestion, de ce qu'ils appelaient la réalité. À cet instant précis, toutes les conversations précédentes se sont réorganisées dans ma mémoire. Les silences, les réponses vagues, les sourires rassurants, rien n'était accidentel. Je me suis assise, le document posé devant moi. Je n'ai pas ressenti de panique. Il y avait une forme de calme glacé. Une lucidité brutale. Mes enfants avaient franchi une limite qu'ils n'avaient jamais nommée. Ils n'avaient pas seulement cessé de me consulter. Ils avaient décidé que mon consentement n'était plus nécessaire. Les phrases entendues ces derniers mois prenaient soudain un sens nouveau. Il faut aller vite. On ne peut pas tout expliquer. Tu comprendras plus tard. Ces mots n'étaient pas des maladresses. Ils étaient des justifications anticipées. Non, le pouvoir qu'ils exerçaient désormais leur avait donné la certitude que leur logique suffisait. Ce qui m'a le plus frappé n'a pas été la décision elle-même, mais la méthode. On ne m'avait pas affronté. On m'avait contourné. On avait organisé mon absence du processus décisionnel avec une précision presque élégante. Ce n'était pas une violence visible, c'était une dépossession silencieuse. Je me suis sentie humiliée, mais pas comme on l'est face à une insulte. C'était une humiliation froide, administrative. Être réduite à une variable à gérer. Être considérée comme un risque potentiel à neutraliser. Cette sensation m'a traversé lentement, sans éclat, mais elle a laissé une trace profonde. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. J'ai pris le temps de lire chaque ligne, de comprendre exactement ce qui était en jeu, ce qui était déjà acté, ce qui restait à venir. Je mesurais à quel point tout cela avait été pensé sans jamais envisager ma moindre réaction. Comme si mon âge avait suffi à me disqualifier. J'ai rangé le document exactement à sa place. Ce geste m'a surprise moi-même. Je n'ai rien emporté, rien modifié. Je ne voulais pas agir sous l'effet du choc. Je savais instinctivement que ce qui venait de se produire exigeait autre chose qu'une réaction impulsive. Le soir, mes enfants sont rentrés comme d'habitude. Les échanges ont été normaux, presque trop normaux. On m'a demandé si tout allait bien. J'ai répondu oui. Ce oui n'était pas un mensonge. C'était une suspension. Un temps que je me donnais pour comprendre comment répondre à ce que je venais de découvrir. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Pas parce que j'étais agitée, mais parce que je réfléchissais. Je revoyais chaque scène récente avec une clarté nouvelle. Tout s'alignait. Je n'avais rien inventé. Je n'avais pas exagéré. Ce que je ressentais depuis des mois avait désormais une preuve tangible. Au petit matin, quelque chose s'est fixé en moi. Une décision intérieure, sans bruit, sans déclaration. Je ne savais pas encore comment j'allais agir. Je ne pensais ni à rupture, ni à affrontement immédiat. Mais je savais une chose avec une certitude calme. Je ne laisserai pas cette injustice s'installer comme une nouvelle normalité. Ce jour-là, j'ai compris que le pouvoir n'avait pas seulement changé mes enfants. Il avait changé la manière dont ils me voyaient. Et face à cette transformation, il ne s'agissait plus de préserver l'harmonie à tout prix. Il s'agissait de retrouver ma place, non pas celle qui m'assignait désormais, mais celle qui m'appartenait encore. La goutte d'eau n'avait pas fait de bruit, mais elle avait ouvert les yeux. Et une fois ouverts, je savais que je ne pourrais plus les refermer. Après cette découverte, mes nuits ont perdu leur continuité. Je ne sombrais plus dans le sommeil comme avant. Je m'y glissais par fragments, avec des réveils calmes, mais chargés de pensées. Allongé dans l'obscurité, je laissais venir les questions sans chercher à les chasser. Ce n'était pas une agitation, c'était une veille intérieure, attentive, presque méthodique.
Je repassais les événements, non pour me faire souffrir, mais pour comprendre. J'avais besoin de distinguer ce qui relevait de la maladresse et ce qui relevait d'un choix conscient. Cette distinction était essentielle, elle décidait de la suite. Excuser l'un aurait été possible, accepter l'autre aurait été une abdication. Et je sentais confusément que ce que j'avais découvert appartenait à la seconde catégorie. Une lutte discrète s'installait en moi. Une part voulait encore préserver la paix apparente, éviter le conflit, se dire que tout cela finirait par se tasser. Cette part me murmurait que j'étais fatiguée, que je n'avais plus l'énergie pour des affrontements inutiles. Elle me rappelait les années passées, à maintenir l'équilibre. Mais une autre voix, plus récente, plus ferme, prenait de l'ampleur. Elle disait que renoncer maintenant serait accepter que l'injustice devienne la règle. Je me suis mise à écrire. Pas pour raconter, pas pour accuser. Pour clarifier. J'écrivais les faits, les dates, les phrases exactes. J'écrivais aussi ce que je ressentais, mais sans emphase. Cette écriture me rassurait. Elle séparait l'émotion de la réalité. En relisant, je constatais que rien n'était excessif. Tout était cohérent. Cette cohérence m'a redonné confiance en mon jugement. Je réfléchissais aussi à ce que signifiait vieillir dans une famille où le pouvoir change de main. On parle souvent de transmission, mais rarement de ce moment précis où ceux qui reçoivent cessent d'écouter ceux qui ont donné. Je comprenais que le pouvoir ne transforme pas seulement les comportements, il modifie le regard. Il introduit une hiérarchie là où il n'y avait qu'un lien. Je ne ressentais pas de colère brûlante. Ce constat m'a surprise. J'aurais cru que la colère surgirait naturellement. À la place, il y avait une lucidité grave, presque austère. Comme si je voyais enfin un paysage que je connaissais depuis longtemps sans l'avoir regardé en face. Cette lucidité était inconfortable, mais elle me rendait solide. Je me posais des questions concrètes. Que voulais-je désormais accepter? Quelles limites n'étaient plus négociables? De quoi avais-je besoin pour me sentir respectée? Ces questions n'étaient pas abstraites. Elles structuraient mon esprit. Elles me sortaient du flou affectif dans lequel j'avais longtemps vécu. Je comprenais que l'amour, sans cadre, finit par être interprété comme une disponibilité infinie. Il y avait aussi la peur. Pas la peur d'être seule. J'avais connu la solitude. La peur de rompre un équilibre ancien, celui que j'allais contribuer à construire. Je savais que toute décision ferme aurait des conséquences. Mais je savais aussi que ne rien faire aurait un coût plus insidieux encore. Celui de m'effacer lentement, sans bruit, jusqu'à ne plus me reconnaître. Peu à peu, une orientation claire s'est dessinée. Pas une décision spectaculaire, mais une direction. Je ne me précipiterai pas. Je ne parlerai pas sous le coup de l'émotion. Je prendrai le temps de comprendre le cadre, les implications, les marges possibles. Redevenir actrice de ce qui me concernait était désormais une nécessité, non un caprice. Cette introspection n'était pas un repli. Elle était une préparation. Je cessais d'attendre que l'on me rassure. Je cessais d'espérer un retour spontané à l'ancien respect. J'acceptais que quelque chose avait changé et que ce changement m'obligeait à me repositionner. Dans ces nuits fragmentées, une certitude s'est installée doucement. Le pouvoir avait peut-être changé mes enfants, mais il n'avait pas à me réduire. Je pouvais encore choisir comment répondre. Et ce choix, silencieux mais déterminant, allait désormais guider mes pas. La préparation a commencé sans éclat, presque comme une continuation naturelle de cette lucidité nouvelle. Je n'ai rien annoncé. Je n'ai pas changé mes habitudes de façon visible. J'ai simplement déplacé mon attention. Là où, autrefois, je faisais confiance par réflexe, je me suis mise à vérifier. Là où je laissais passer par lassitude, j'ai commencé à m'arrêter. J'ai d'abord rassemblé ce qui me concernait directement. Mes papiers personnels, les dossiers que j'avais laissés s'accumuler sans y prêter attention, persuadé que tout était en ordre. Les étaler devant moi a été un moment étrange. Chaque document racontait une partie de ma vie. Non pas celle que mes enfants décrivaient désormais, mais celle que j'avais réellement construite. Cette chronologie m'appartenait encore. Et je comprenais qu'elle ne devait plus être manipulée sans moi. Je relisais lentement, sans chercher à interpréter. Les dates, les signatures, les termes précis. Certains mots revenaient. Technique, froid,
détaché de toute émotion. Je comprenais mieux comment on avait pu agir sans me consulter. Le langage administratif a cette force redoutable. Il transforme les personnes en éléments à organiser. En prenant conscience de cela, je ne me suis pas sentie écrasée. Je me suis sentie avertie. Je me suis renseignée, discrètement. Pas pour accuser, pas pour menacer. Pour comprendre le cadre exact dans lequel on avait agi. J'ai posé des questions simples, sans raconter mon histoire, sans me présenter comme une mère blessée. J'étais une femme qui demandait des explications claires. Être écoutée sans condescendance, sans impatience, m'a fait un bien immense. Cela me rappelait que je n'avais rien perdu de ma capacité à comprendre, à décider, à agir. Je n'ai parlé de ces démarches à personne. Ce silence à là n'était plus une habitude subie. Il devenait un outil. Il me protégeait des pressions, des tentatives d'apaisement prématurées. Il me permettait de réfléchir, sans être influencé. Pour la première fois depuis longtemps, je n'agissais pas pour préserver l'harmonie familiale, mais pour préserver quelque chose de plus fondamental encore. À la maison, en apparence, rien ne changeait. Les échanges restaient polis, parfois tendus, mais sans éclat. Je répondais avec mesure. Je posais moins de questions, mais quand je le faisais, elles étaient précises. Cette précision déstabilisait. On ne pouvait plus me répondre par des phrases vagues ou des promesses rassurantes. Je voyais les hésitations, les silences plus lourds. Il sentait que quelque chose s'était déplacé. Je tenais un carnet. Pas pour me plaindre, mais pour consigner. Les phrases exactes. Les propositions formulées. Les délais évoqués. Ce carnet devenait une mémoire fiable, un ancrage contre le doute. Il m'empêchait de me dire que j'exagérais, que je dramatisais. Les faits, alignés, racontaient une histoire cohérente. Et cette cohérence me rendait plus forte que n'importe quelle colère. Je préparais aussi mes mots. Pas des discours. Des phrases simples, impossibles à détourner. Des phrases qui posent des limites sans agressivité. Je les répétais intérieurement, pour qu'elles sortent sans trembler le moment venu. Cette préparation intérieure m'a appris une chose essentielle. S'affirmer ne nécessite ni colère, ni justification interminable. Il suffit de savoir ce que l'on ne veut plus accepter. Il y avait encore des moments de fatigue, des instants où je me demandais pourquoi il fallait tant d'efforts pour obtenir ce qui aurait dû aller de soi. Mais ces moments passaient. Je savais désormais que renoncer serait plus coûteux encore. Revenir à l'ancien équilibre signifierait accepter que ma mise à l'écart devienne définitive, organisée, irréversible. Je n'ai jamais pensé en termes de revanche. Ce mot ne m'a jamais traversé. Ce que je faisais n'était pas dirigé contre mes enfants, c'était dirigé vers moi, vers la femme que j'avais été, confiante au point de s'oublier. La réparer demandait de la méthode, de la patience, mais une patience choisie, éclairée, et non imposée, par la peur de déplaire. Je continuais à observer. Les regards échangés quand je parlais. Les silences plus longs. Les tentatives de normalité forcée. Tout cela confirmait que ma docilité supposée ne fonctionnait plus. Et cette transformation, silencieuse mais ferme, modifiait déjà l'équilibre familial. Je comprenais alors que la véritable force ne se manifeste pas toujours dans l'instant. Moi, elle se construit lentement, à l'abri des regards. Elle se nourrit de lucidité, de constance, et d'un respect retrouvé pour soi à même. Le pouvoir avait changé mes enfants, mais il n'avait pas à me priver de ma place. Cette préparation n'était pas une fin, elle était une traversée. Une manière de m'assurer que, lorsque je parlerais, mes mots ne seraient ni impulsifs ni récupérables. Je ne cherchais pas à convaincre, je voulais établir. Et dans cette détermination calme, je sentais que le moment approchait où je ne me contenterais plus d'observer le pouvoir à l'œuvre, mais où je lui opposerais, sans bruit, une limite claire. La confrontation n'a pas éclaté comme une tempête. Elle s'est imposée avec une sobriété presque déroutante, comme si tout avait déjà été décidé en moi. J'avais choisi le moment. Un moment ordinaire, sans urgence apparente, sans prétexte émotionnel. Je savais que, pour être entendu, je devais parler hors de toute agitation. Nous étions réunis autour de la table, sans invité, sans détour. Les conversations banales se sont épuisées d'elles à même. Puis j'ai parlé. Ma voix était calme, posée. J'ai dit que je savais. Pas seulement que je pressentais, mais que je connaissais précisément ce qui avait été décidé sans moi.
J'ai ajouté que je n'étais pas venu chercher des explications vagues, ni des excuses rapides. J'étais venu poser un cadre. Le silence qui a suivi n'était pas embarrassé. Il était dense. Mon fils a pris la parole le premier. Il parlait de responsabilité, de contraintes, de décisions difficiles à prendre quand on dirige, quand on doit aller vite. Je l'ai laissé terminer. Puis, je lui ai demandé, simplement, à quel moment j'avais été consulté. Pas informé. Consulté. La nuance a suspendu son discours. Il a hésité. Ma fille a tenté de réparer. Elle parlait de protection, de la peur de me faire porter un poids inutile. Elle disait que certaines vérités peuvent fragiliser. Je l'ai regardé longuement avant de répondre. Je lui ai dit que décider à la place de quelqu'un de ce qu'il peut supporter n'est pas une protection. C'est une confiscation. Et qu'on ne confisque pas la lucidité de sa mère sous prétexte de l'aimer. La belle fille est restée silencieuse plus longtemps. Quand elle a parlé, c'était pour évoquer l'efficacité, la nécessité d'agir sans ralentir. Elle disait que ma présence compliquait les démarches, que le monde d'aujourd'hui exigeait des décisions rapides. Je lui ai répondu que la vitesse n'autorise pas l'effacement, que l'efficacité n'excuse jamais l'exclusion, et que si j'étais devenu un obstacle, c'était parce qu'on avait choisi de me sortir de la conversation. J'ai posé les documents sur la table, pas pour accuser, pas pour menacer, pour établir les dates, les formulations, les décisions déjà engagées. Je parlais sans élever la voix. Je décrivais. J'expliquais ce que cela impliquait réellement. Le flou ne suffisait plus. L'assurance s'est fissurée. Mon fils a élevé la voix, légèrement. Il parlait de loyauté familiale, de tout ce que j'avais fait pour eux, comme si cela pouvait servir d'argument. Je l'ai interrompu pour la première fois. Je lui ai dit que l'amour n'est pas un permis, que ce que j'avais donné librement ne pouvait pas être retourné contre moi pour justifier mon exclusion, que la gratitude n'est pas une monnaie d'échange qui autorise à décider à la place de l'autre. Et là, ils ont compris, à cet instant précis, que je n'étais plus disposée à occuper la place silencieuse qu'ils m'avaient attribuée. Le pouvoir qu'ils avaient acquis venait de rencontrer une limite. Non pas une opposition violente, mais une frontière nette. Il y a eu des tentatives de minimisation, des promesses vagues, des propositions de réajustement futur. Je ne les ai pas saisies. Je leur ai dit que je voulais la vérité entière, posée clairement, sans détour, sans mise en scène. Pas pour punir, pour décider. Décider de ce que j'accepterais encore. Décider de ce qui devait changer immédiatement. Je n'ai pas exigé une réponse immédiate, j'ai fixé une règle. Tant que tout ne serait pas mis à plat, aucune décision prise à mon sujet ne serait recevable. Cette phrase a changé la dynamique. Mais elle ne se négociait pas. Elle établissait un cadre nouveau. Quand la discussion s'est achevée, je me suis levée sans précipitation. Je n'ai pas claqué de porte. Je n'ai pas cherché le dernier mot. J'avais dit l'essentiel. Je les ai regardés, un à un. Il n'y avait ni triomphe, ni froideur dans mon regard. Seulement une détermination tranquille. En quittant la pièce, j'ai ressenti une fatigue profonde, mais juste. Celle qui suit un effort nécessaire. Je savais que les conséquences seraient lourdes. Que les liens allaient se tendre. Peut-être se transformer durablement. Mais je savais aussi que revenir en arrière serait une trahison supplémentaire, cette fois envers moi-même. Ce soir, là, seul, je n'ai pas ressenti de victoire. J'ai ressenti une cohérence retrouvée. Le pouvoir avait peut-être changé mes enfants. Ils ne me réduiraient plus au silence. Et cette certitude, calme et irrévocable, venait de redessiner ma place. Après cette confrontation, rien ne s'est effondré d'un coup. Et pourtant, tout avait changé. Les jours suivants se sont étirés dans une atmosphère étrange, faite de prudence et de retenue. Les mots étaient choisis avec soin, comme si chacun craignait désormais de franchir une limite invisible. Je n'étais plus ignorée, mais je n'étais pas encore pleinement reconnue. J'occupais un espace intermédiaire, inconfortable pour eux, nouveau pour moi. Je n'ai pas cherché à remplir ce silence. J'ai compris très vite que parler trop tôt aurait été une manière de reprendre mon ancien rôle, celui de la mère qui apaise, qui arrondit, qui referme les fissures pour que tout continue comme avant. Or ce rôle-là m'avait conduite exactement là où je ne voulais plus être. Alors j'ai laissé le silence s'installer.
non comme une arme, mais comme un révélateur. Mon fils tentait parfois de renouer une conversation ordinaire. Il parlait de logistique, de rendez-vous, de détails pratiques. Comme si la discussion précédente pouvait être rangée au même endroit que les désaccords mineurs. Je répondais brièvement, sans froideur, mais sans cette chaleur immédiate qu'il connaissait si bien. Je sentais chez lui une tension sourde, une impatience mêlée d'incompréhension. Il ne comprenait pas encore que ce qui s'était joué dépassait largement un simple conflit familial. Ma fille était plus hésitante. Elle venait vers moi, puis se retenait. Elle posait des questions indirectes, cherchait à savoir comment j'allais, sans jamais aborder le fond. Je percevais sa culpabilité, mais aussi sa peur. Peur de ce que cette vérité allait exiger d'elle. Je ne la rassurais pas, non par dureté, mais parce que la rassurer aurait été une façon d'atténuer ce qui venait enfin d'être nommé. La belle fille, elle, observait. Elle parlait peu, mais regardait beaucoup. Son silence n'était pas gêné. Il était calculateur. Elle évaluait les effets, les marges de manœuvre restantes, les équilibres possibles. Cette attitude confirmait ce que j'avais compris depuis longtemps. Ce qui s'était produit n'était pas une maladresse, c'était une stratégie. Et cette stratégie venait d'être exposée à lumière. Très vite, des tensions sont apparues entre eux. Ce qui avait été présenté comme une décision évidente, presque naturelle, se fragmentait. Chacun rejetait sur l'autre la responsabilité du silence, du moment où l'on aurait dû me parler. Cette désunion m'a frappé. Tant que je me taisais, leur cohésion tenait. Dès que je reprenais ma place, les failles devenaient visibles. On m'a reproché, à demi à mot, de compliquer les choses, de refuser une solution qui aurait permis d'avancer plus vite. J'ai entendu ces reproches sans répondre. La solution qu'ils évoquaient avait toujours eu un coût. Nomme mon effacement. Ce prix-là, je n'étais plus disposé à le payer. C'est dans ce climat que j'ai commencé à envisager un changement plus concret. Pas une rupture spectaculaire. Un déplacement. Rester au centre de cette tension permanente aurait fini par m'user, par me pousser à redevenir conciliante pour apaiser. Je savais désormais que cette conciliation me coûterait trop cher. Quand j'ai évoqué l'idée de m'installer ailleurs, les réactions ont été immédiates. Surprise, inquiétude, parfois reproche. Pourquoi maintenant? Pourquoi prendre une décision aussi radicale? Je leur ai répondu calmement que ce n'était pas radical. C'était nécessaire. Je ne cherchais pas à punir qui que ce soit. Je cherchais à préserver ce que j'avais enfin reconquis en moi. Ils ont proposé des compromis, des délais, des ajustements temporaires. J'ai écouté sans m'énerver, mais je ne négociais plus l'essentiel. Cette décision m'appartenait. Elle ne visait personne. Elle me concernait. Le départ s'est organisé sans drame. Peu d'affaires. Peu de mots. Je n'avais pas besoin d'emporter des preuves ni des souvenirs encombrants. Ce que je prenais avec moi était déjà intérieur. En quittant la maison, je n'ai pas ressenti de soulagement immédiat. Il y avait une gravité calme, la conscience nette qu'un cycle se refermait. Je savais que cette étape marquait un point de non-à-retour. En cessant d'occuper la place qu'ils avaient redéfinie pour moi, je leur retirais aussi la possibilité de continuer comme avant. Je ne me positionnais plus en obstacle silencieux dans leur trajectoire. Je redevenais une femme qui choisissait, enfin, où et comment elle voulait vivre. Ce départ n'était pas une fuite, c'était une mise à distance nécessaire. Une manière de laisser le pouvoir là où il l'avait installé, sans qu'il continue à m'écraser. Et dans ce silence que je choisissais désormais, je sentais naître quelque chose de nouveau. Non pas une victoire éclatante, mais une solidité tranquille. Celle qui précède toujours les renaissances discrètes. Le nouvel endroit où je me suis installée n'avait rien d'exceptionnel. Un appartement simple, lumineux, situé à une distance suffisante pour que les visites improvisées deviennent rares. Ce n'était pas un refuge, encore moins un exil. C'était un espace choisi, pensé pour m'offrir ce que je n'avais plus depuis longtemps, du temps qui m'appartient. Les premiers jours, je me suis appliquée à recréer des habitudes modestes. Faire le café lentement, ouvrir les fenêtres sans me demander si cela dérangerait quelqu'un, marcher sans but précis. Ces gestes, anodins en apparence, avaient une portée immense. Ils me rappelaient que la liberté n'est pas toujours un grand bouleversement, mais souvent une succession de petites décisions respectées. Je recevais peu d'appels.
Quelques messages, mesurés, prudents. On me demandait si tout allait bien, sans aller plus loin. J'y répondais avec la même retenue. Il n'y avait pas de rancune dans mes silences. Seulement une volonté de ne plus entrer dans des échanges où l'on me demanderait, implicitement, de renoncer à ce que j'avais enfin posé. Je redécouvrais une forme de légèreté mentale. Les pensées ne tournaient plus en boucle autour des mêmes scènes, des mêmes phrases. Loin de la maison familiale, les tensions perdaient leur emprise. Je pouvais réfléchir sans urgence, ressentir sans me justifier. Cette distance n'effaçait pas la douleur, mais elle l'empêchait de gouverner mes décisions. Parfois, je repensais à mes enfants. Non pas avec amertume, mais avec une lucidité nouvelle. Je voyais désormais clairement à quel moment le pouvoir avait glissé entre leurs mains et comment il avait modifié leur manière de se percevoir eux-mêmes. Ils ne se sentaient pas coupables. Ils se sentaient légitimes. Cette conviction, plus que la méchanceté, était ce qui m'avait blessé le plus profondément. Je m'interrogeais sur la transmission, sur ce que j'avais, sans le vouloir, encouragé. Peut-être avais-je trop souvent confondu amour et effacement. Peut-être leur avais-je appris que ma disponibilité était acquise, inépuisable. Cette réflexion n'était pas une autocritique sévère. C'était une tentative honnête de comprendre ma part dans cette histoire. Je me suis autorisée à rencontrer des gens sans passé commun. Des voisins, des connaissances croisées au hasard. Avec eux, je n'étais ni la mère, ni la figure à protéger, ni l'obstacle à contourner. J'étais simplement une femme. Cette simplicité avait quelque chose de réparateur. Personne ne me parlait lentement. Personne ne choisissait les mots à ma place. Il m'arrivait de ressentir un manque. Pas celui de la maison, ni même celui de la famille telle qu'elle était devenue. Le manque d'une version plus juste de ce lien. Une version qui n'avait jamais réellement existé. Accepter cette réalité était douloureux, mais nécessaire. On ne répare pas ce qui n'a jamais été construit sur des bases saines. Je n'ai pas fermé la porte. Je n'ai jamais dit que tout était fini. Mais j'ai cessé d'attendre. Cette attente, silencieuse et constante, avait longtemps structuré ma vie. Attendre d'être consulté, attendre d'être reconnu, attendre que le respect revienne de lui à même. En cessant d'attendre, je me suis libérée d'un poids immense. Avec le temps, j'ai compris que cette nouvelle vie n'était pas une récompense, ni une consolation. Elle était une conséquence logique. Quand on cesse d'accepter l'inacceptable, quelque chose se réorganise. Pas toujours comme on l'avait imaginé, mais d'une manière plus juste. Je savais que la dernière étape restait à venir. Celle où je devrais regarder cette histoire dans son ensemble, sans chercher de coupable unique, sans me nier non plus. Cette étape demanderait du courage, un courage différent de celui de la confrontation, le courage de formuler une vérité simple, sans colère, sans justification. Dans ce lieu calme, loin des tensions, je sentais que cette vérité se précisait. Elle ne concernait pas seulement mes enfants. Elle me concernait moi. Elle parlait de ce que j'acceptais désormais, de ce que je refusais définitivement. Et dans cette clarté nouvelle, je préparais, sans encore la formuler, la dernière parole que je me devais à moi-même. Je me souviens du matin où j'ai compris que l'histoire était arrivée à son terme. Pas parce que tout était réglé, ni parce que les blessures avaient disparu, mais parce que quelque chose en moi ne cherchait plus à convaincre. Je n'attendais plus de reconnaissance tardive, plus d'excuses élaborées, plus de gestes symboliques destinés à réparer trop peu, trop tard. Cette absence d'attente avait la clarté d'une fin. Je me suis assise, près de la fenêtre, le jour encore pâle. La ville s'éveillait sans bruit excessif. J'ai regardé longtemps les passants, leur rythme, leur trajectoire, qui ne me devaient rien. Dans cette simplicité, j'ai compris que je n'étais plus en retrait de ma propre vie. Je n'étais plus en train d'observer le pouvoir agir sur les autres, ni d'en subir les effets à distance. Je me tenais là où j'avais choisi d'être. J'ai repensé à mes enfants, à la façon dont ils avaient changé, sans toujours s'en rendre compte. Le pouvoir, l'argent, la capacité de décider pour les autres avaient glissé en eux comme une évidence. Ils n'avaient pas voulu me blesser. Ils avaient voulu avancer. Mais avancer sans regarder qui restait derrière, finit toujours par transformer ce qui marche. Cette pensée ne m'a pas apaisée, mais elle m'a aidé à comprendre sans me dissoudre. Je n'ai pas cherché à réécrire le passé. Les sacrifices consentis, l'amour donné sans calcul, tout cela avait existé pleinement. Rien ne pouvait l'annuler. Mais j'ai accepté que ce passé
ne m'obligeait plus à tout accepter au présent. L'amour ne se prouve pas par l'effacement, il se reconnaît par le respect, maintenu, même quand les rôles changent. Il y a eu un moment de tristesse, discret, presque pudique. La tristesse de constater que certaines choses ne se transmettent pas automatiquement. La délicatesse, l'écoute, la capacité à douter de soi quand on détient du pouvoir. Ces valeurs-là demandent plus qu'un héritage matériel. Elles demandent une vigilance que tout le monde n'exerce pas. Je me suis demandé si j'aurais pu agir plus tôt. Dire non avant. Mettre des limites avant que l'on ne décide à ma place. Cette question est restée un instant, puis s'est dissipée. On ne fait jamais avec ce que l'on sait aujourd'hui. On fait avec ce que l'on est à un moment donné. Et à ce moment-là, j'étais une mère qui croyait encore que le lien suffisait. Ce que je sais désormais, c'est que le silence n'est pas toujours une faiblesse. Il peut être une préparation. Une façon de rassembler ses forces, de comprendre le terrain, de choisir l'instant juste. Le silence subi écrase. Le silence choisi structure. Cette nuance a redessiné toute mon histoire. Je n'ai pas coupé les ponts. Je n'ai pas fermé les portes. J'ai simplement déplacé le centre. Je ne suis plus disponible à n'importe quel prix. Je n'accueille plus les décisions qui me concernent comme des faits accomplis. Si un lien doit continuer, il devra se construire autrement. Sur une base où ma voix n'est ni décorative ni tolérée par indulgence. Il m'arrive encore de ressentir une pointe de mélancolie. Elle ne me paralyse pas. Elle me rappelle seulement que toute lucidité a un coût. Voir clair, c'est renoncer à certaines illusions confortables. Mais c'est aussi accéder à une forme de paix plus stable, moins dépendante du regard des autres. Si je devais adresser un message à celles et ceux qui se taisent trop longtemps, je ne parlerais ni de courage héroïque, ni de rupture spectaculaire. Je dirais simplement ceci. Il arrive un moment où se taire n'est plus protégé, mais s'abandonner. Reconnaître ce moment demande de l'honnêteté envers soi-même, pas de la colère. Aujourd'hui, je marche à mon rythme. Je décide de mes silences et de mes paroles. Je sais ce que je vaux, non pas parce que quelqu'un me l'a confirmé, mais parce que j'ai cessé de me nier pour maintenir un équilibre injuste. Le pouvoir peut changer les enfants. Il ne doit jamais effacer la mère. Et si je regarde cette histoire sans détour, sans phare, je peux enfin la clore avec une vérité simple, apaisée, irrévocable. Le silence peut aussi être une forme de justice.